Rebonjour Pierre, bonjour Franck. Franck Gervais, bonjour. Vous avez rejoint Accor en novembre 2017 en tant que directeur général Europe, si mes fiches sont exactes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi Accor est un exemple de transformation digitale et quels objectifs vous vous êtes fixés à votre arrivée dans le groupe? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vous vois pas forcément. Est-ce que vous savez qu'il neige dehors? Oui, c'est qu'il neige, vous n'allez pas pouvoir repartir. Mais j'ai fait en sorte que vous puissiez être hébergé dans un de nos hôtels. Il y en a plusieurs là. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous donner. C'est bien organisé quand même. C'est bien vu. Donc j'ai sécurisé de la place pour chacun d'entre vous. Trêve de plaisanterie. Accor Hotel en Europe, donc moi je suis le patron de l'Europe, de toute l'Europe, donc ça va jusqu'à la Russie, Israël, en redescendant par le Portugal et en remontant par le UK. Accor Hotel est le leader en Europe dans une industrie qui est une industrie bénie des dieux. Pourquoi est-ce qu'elle est bénie des dieux? Je lisais hier les résultats de l'Office mondial du tourisme, plus 8% d'augmentation du nombre de touristes dans le monde l'an passé, 1,4 milliard de touristes. Ça a représenté quelque chose comme 700 milliards d'euros de recettes l'an passé dans le monde. L'Europe est le numéro 1, le continent numéro 1 en termes de tourisme, 2,5 milliards de nuitées. Vous avez tous entendu les chiffres qui ont été donnés par le ministre. La France a atteint les 90 millions de touristes étrangers cette année, en 2018. Donc, industrie bénie des dieux, parce qu'on a toujours un delta entre la croissance de la demande et la croissance de l'offre qui est à peu près de 3%. En gros, retenez, plus 5 pour la croissance de la demande, plus 2 pour la croissance de l'offre. Donc tout ça est parfait. La deuxième chose parfaite, c'est qu'on est, nous, en Europe, le leader incontesté, puisqu'on est né en France il y a 50 ans, qu'on a aujourd'hui 3000 hôtels en Europe, 330 000 chambres. Je vous donne un chiffre qui va vous parler, c'est que chaque jour, on signe à peu près 50 chambres nouvelles. Donc chaque jour, on signe 50 chambres qui vont être ouvertes en Europe. Donc tout ça est une très bonne nouvelle. On est leader dans tous les segments, que ce soit l'éco, le mid-scale, le luxe maintenant avec les différentes acquisitions qui ont été faites de marques comme Fairmont, Raffles, des marques comme Sofitel. Donc on se dit tout ça est très bien. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que c'est une industrie qui, comme toutes les autres, comme c'est une industrie bénie des dieux, eh bien forcément elle a fait l'objet d'appétit de gros Américains, de gros Chinois, qui se sont dit mais quand même on ne va pas laisser se faire cette petite histoire sans nous avoir voix au chapitre. Et les trois acteurs clés pour nous, c'est les acteurs traditionnels de l'hospitalité, donc les chaînes concurrentes du groupe Accor et qui sont essentiellement américaines ou chinoises, qui se disent on est patron, on est leader chez nous, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas en Europe, évidemment. Le deuxième type de disrupteur, il est né il y a à peu près 10 ans, il nous a vraiment touché il y a à peu près 10 ans, il s'appelle Booking, il s'appelle Expedia, il s'appelle Trivago, et il se met évidemment entre le client et nous pour maîtriser la relation client, élargir le scope des offres, et puis au passage évidemment prendre des commissions très fortes pour nous faire payer le droit à l'accès quand on n'est pas, nous, en contact direct avec le client. Et puis le troisième type de disrupteur, mais il y en a bien d'autres encore, mais troisième main one, c'est des acteurs de une nouvelle forme d'hospitalité, private rental, residential. Et donc on est vraiment dans presque ce paradoxe où on est leader d'une industrie bénie des dieux, mais très 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 challengé avec la nécessité vraiment de nous transformer, de nous repenser le business model, la façon de l'opérer. Quels objectifs vous vous étiez donnés pour réussir, pour aller vers cette agilité en arrivant? Alors, moi, j'étais, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, il y a 15 mois, moi j'étais le patron de voyagesncf.com. Donc, pour le coup, en termes d'agilité, en termes de technologie, en termes de state-of-the-art technology, ça va, je vois à peu près de quoi on parle. Mais Accor Hotel n'est pas un pure player et ne sera jamais un pure player. Par contre, il a un avantage clé que n'auront jamais les GAFA, jamais les BAT de ce monde, c'est qu'il aura toujours un contact physique qui dure 24 heures, 48 heures avec le client. Et donc si on sait optimiser, travailler sur ce contact physique pour mieux réadresser le client, lui proposer un cycle de vie positif, personnalisé, qui réenclenche, eh bien on a tout compris. Donc l'objectif que je m'étais fixé, c'est de vraiment être très très lucide, ouvert tous sur ce marché qui évoluait, être très lucide sur nos forces, donc il ne sert à rien d'agiter non plus tout le monde en disant « ah, grande panique », etc. Il n'y a pas de panique.
On a toujours une croissance, on sortira nos chiffres dans un mois, on a toujours d'excellents chiffres. Donc d'être lucide aussi sur la nécessité de bouger en vraiment travaillant sur nos forces. Ce contact client en est une des grosses, notre statut leader, mais en travaillant beaucoup plus sur des points d'amélioration sur lesquels je viendrai, dont la guest experience, le fait que notre client direct à nous n'est pas vous dans la salle. En fait, celui qui paye Accor-Hôtel aujourd'hui, c'est un propriétaire. C'est le propriétaire des 3000 hôtels que nous avons en Europe. Nous ne sommes plus propriétaires quasiment d'aucun hôtel, en dehors de quelques exceptions. Et donc, simplement d'éveiller les consciences de nos collaborateurs sur notre business model, dans quoi on est, et d'y aller tous ensemble sans panique, mais sans non plus trop ralentir. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Pierre, parce que vous, par votre fonction, vous rencontrez en permanence des directions générales qui sont confrontées à ces questions-là. Chaque cas est différent, chaque cas a des similitudes. Comment vous les aidez à prioriser ce passage vers la digitagilité? Digitagilité. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. On peut dire que bien souvent, des projets ont été analysés en fonction d'un axe business value, un axe facilité. Je crois que c'est un peu dépassé comme modèle. Et qu'en fait, aujourd'hui, il y a une prise en compte de la maturité digitale qui peut varier d'une industrie à l'autre. Et Bruno Delas vient d'en parler très bien pour la Société Générale par rapport au parcours client ou par rapport au front office. C'est vrai qu'il y a un choix à faire. Est-ce que je modernise uniquement ce qui se voit du côté client ou est-ce que je digitalise aussi mon back-office? Et on ne peut pas faire uniquement l'un ou l'autre. Il faut pouvoir opérer le digital. Opérer le digital, ça veut dire créer des plateformes de développement, de mise en production, d'infrastructures. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que des clients qui sont que sur le front ou que sur le back n'ont pas cette continuité de plateforme. Et ça, c'est un élément très, très important dans la prioritisation. Puis après, il faut être conscient de là où on innove et puis en même temps de sa dette technique, de son legacy. Il faut prendre en compte ce legacy. Ce qu'on appelle payer la dette technique en anglais est un phénomène important. On ne peut pas être uniquement sur le shiny new, parce que ça, c'est beaucoup de communication, c'est intéressant, mais il y a un peu un effet pchit au bout d'un certain temps. Donc il faut aussi travailler le parcours et être capable de se remettre en cause sur ce parcours, sur ce back-office, avec un curseur qui n'est pas le même suivant les industries. Le front, le back, ça ne sera pas la même chose pour une compagnie d'assurance qu'une société de transport routier, etc. Donc ce sont ces différents paramètres que nous prenons en compte avec nos clients dans les projets. Je vais me retourner vers Franck. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette transformation agile? Quel est le résultat qui a été créé pour l'actionnaire et pour vos collaborateurs, je crois que vous les appelez vos talents, et vos clients, qu'ils soient propriétaires ou occupants? Je vais dire un bilan très positif, parce que comme Forcément. vous allez broadcaster tout ça, donc le bilan, il est très positif. Non, Et le vrai bilan? Le vrai bilan, il est aussi très positif, c'est la bonne nouvelle. Non, très sincèrement, on a fait exactement ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, on s'est dit, sur quoi est-ce qu'on a de la valeur ajoutée? Et comment est-ce qu'on doit aider nos talents avec qui est-ce que vous avez de l'interaction quand vous êtes en interaction avec Accor-Hôtel? Avec ça, pour les propositions qui sont faites, donc la partie CRM, la partie booking, réservation, le pre-stay, le post-stay, parfait. Donc là, ça doit être, tout ce qui peut être fait là-dessus doit être fait là-dessus. Vraiment, n'ayons pas là-dessus d'hésitation. Le online check-in pour faire tout ça en avance, anticiper vos préférences. Donc tout ce qui peut être facilité, reporté, scalé, rendu plus facile et plus exhaustif là-dessus, on le fait. Là-dessus, après, on a nos soucis, effectivement, de legacy, de dire est-ce qu'on le fait en propre ou avec des partenaires. Ça, c'est un sujet. Et ensuite, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on optimise vraiment ce qui est visible du guest, c'est-à-dire vous dans l'hôtel, et ce que vous souhaitez dans un hôtel, c'est que tout ce que vous avez vécu dans vos voyages précédents, dans vos consommations précédentes, eh bien, vous puissiez éviter de le répéter pour la 10e ou 15e fois. C'est-à-dire que si, au petit déjeuner, vous préférez des œufs brouillés plutôt que du sucré, eh bien, si je peux arriver en capitalisant là-dessus, dans les outils qu'on donne pour nos collaborateurs, pour qu'eux aient la traçabilité la plus
la plus belle carte d'identité de chacun de nos clients pour pouvoir anticiper au maximum sur des scénarios, des use cases. Alors c'est de la personnalisation de masse, hein, c'est compliqué à faire, mais tout ça doit les aider pour que eux se retrouvent libérés de tâches qui sont vraiment des tâches administratives, boring et un peu stupides pour tout le monde, qui sont de vous redemander au petit déjeuner votre room number, de vous redemander vos préférences, de vous redemander votre carte bleue. Tout ça, agrégeons-le là-dedans et aidons tous nos talents avec de la data, des profils, des scénarios, pour qu'ils puissent s'exprimer complètement, en toute liberté. C'est ce qu'on fait dans 200 hôtels aujourd'hui en Europe. On se dit, c'est fini les check-in à l'ancienne. Vous avez la première image que je vous donne de mes hôtels, c'est cette espèce de grand bureau de check-in, vous voyez, cette barrière entre vous et moi. On se dit, ça c'est fini. Et donc, avec des iPads, nos talents accueillent les clients. Et tout de suite enclenche une discussion qui est une discussion positive, qui est comment je me mets à votre service, qu'est-ce que vous allez, de quoi vous allez avoir besoin vous spécifiquement, selon si vous venez pour un motif business, leisure, que vous avez beaucoup d'enfants, qu'on voit que vous êtes dans une situation de stress ou que vous êtes au contraire très très calme, relax, on va vous inviter au bar en premier. Donc c'est toute cette interaction positive qui est permise par le fait de reporter sur le digital tout ce qui peut être reporté sur le digital. Merci beaucoup pour cette explication des bénéfices et des bénéfices que ça donne aux clients. Je vais me retourner vers Pierre. Et pour les entreprises, quels sont les bénéfices qu'on leur met en avant pour les convaincre de se lancer ? Bon, je ne voudrais pas faire un lieu commun sur les bénéfices du digital. Je crois que ça fait à peu près 10 ans, comme il a été dit tout à l'heure, qu'on en parle. On peut parler de la vitesse, de la facilité, des nouveaux business models, d'attirer des nouveaux talents, etc. Bon, tout ça a été dit. Moi, j'aurais envie simplement de dire, et on l'a beaucoup entendu aujourd'hui, ce qui est important, ce qu'apporte le digital, c'est cette expérience client unique, personnalisée, émotionnelle, sensorielle. Et le digital, par les API, par sa méthodologie, par sa façon de faire travailler les gens en agile, il apporte cette expérience unique aujourd'hui, dictée par les utilisateurs. On ne parle plus de lancer un business model, de lancer un produit, d'avoir un plan à 3 ans, etc. On parle de comment je crée cette expérience client. Et c'est ça qu'apporte le digital aujourd'hui. Merci beaucoup. Franck, un dernier mot pour conclure. Il nous reste 1 minute. Vous avez très bien expliqué les différents bénéfices qu'on a tirés à Accor-Hôtel. Mais quels conseils vous donneriez ? Si vous aviez 3 conseils à donner à un des gens dans la salle qui veulent lancer leur entreprise aussi dans cette transformation. Alors je vais le faire au titre effectivement d'Accor-Hôtel avec tout ce qu'on a fait, et puis au titre de ancien patron de ce plus gros site web européen, quasiment, français pour sûr. Comment est-ce que ça marche ? C'est un peu les 3 A que moi je donne. Le premier, c'est l'adhésion. Il ne faut pas sous-estimer, ça a été dit tout à l'heure, le temps d'adhésion des équipes. Parce que dans votre tête, quand vous êtes en haut, c'est très facile de dire c'est là qu'il faut qu'on aille. La direction est très simple. Mais le temps de maturation, d'explication, de pédagogie est clé. Donc il ne faut pas le négliger. Et il faut vraiment s'assurer que l'adhésion est là. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accompagnement. L'accompagnement au fur et à mesure du temps, c'est trop facile de dire, voilà, de nouveau, il faut aller là, c'est l'agilité. L'agilité, ce n'est pas de l'agitation. L'agilité, ça comprend de la méthode, vraiment de la méthode, et donc il faut accompagner dans la façon dont on forme aussi les personnels, dont on les fait évoluer, et parfois, il y a des métiers dont on devra se passer. Et en tout cas, il faut vraiment accompagner dans la formation et le fait que tout le monde adhère vraiment à ce projet. C'est clé, donc les outils, les postures. Quand vous avez dit à quelqu'un, un réceptionniste, depuis 10 ans qu'il devait faire comme ça, et maintenant que vous lui dites non, tu ne vas plus être le réceptionniste de base, tu vas être multitâche, tu vas être un bartender et tu vas faire des choses qui sont au service orienté vers le client. Donc adhésion, accompagnement. Et le troisième point, c'est assurance. Je trouve qu'on gagnerait tous, au niveau du top management, à réassurer, à assurer tous nos employés dans ces périodes où finalement il y a un petit risque de panique générale, de plus savoir où on est et donc savoir dire ok, on a le cap, on sait que ça va tanguer peut-être un petit peu, qu'on va se chercher et on va devoir s'adapter, mais en tout cas il faut être là, bien là, et donc assurer, réassurer. Il y a pas mal de compagnies d'assurance présentes avant, ça me paraît clé pour réussir vraiment une transfo digitale. Donc adhésion, accompagnement et assurance.